Bienvenue sur le MOOC digital de l'École EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Lebon, président du Centre Pompidou, qui nous accueille. On va parler du musée, du centre, on va parler aussi un petit peu de votre carrière, de votre façon de voir les choses, du commissariat, de la gestion d'un lieu comme ça, entre autres. Et ma première question est, je crois savoir qu'il y a une exposition qui, moi aussi, m'avait marqué au Centre Pompidou. Ça nous ramène dans les années 80, je crois que c'est 84, qui vous a marqué, c'est l'exposition Kandinsky. En quoi elle vous a marqué cette exposition? Bonjour, bienvenue au centre, effectivement. Le centre, c'est un peu presque la maison de Kandinsky, enfin, une de ses maisons, puisqu'il y a la chance de pouvoir découvrir dans les salles une des plus belles collections. Et pourquoi cette collection est présente au centre? C'est parce qu'il y a eu une donation qui, effectivement, avait fait l'objet d'une belle exposition dans les années 80, 84 de mémoire. Et parfois, la vie est faite de ces hasards heureux. Dans ma jeunesse, j'habitais à un endroit où il y avait une plaque en face de chez moi qui indiquait qu'une personne avait vécu là, Vassili Kandinsky. Et ce nom sonnait pour moi de manière un peu mystérieuse, puisque je ne connaissais rien de ce géant de la peinture. Alors pour la petite histoire, dans la grande histoire, c'est Corbusier qui, se promenant le long de la Seine, avait repéré ces immeubles en construction dans les années 30 et avait indiqué à Kandinsky que si jamais ça l'intéressait, il pouvait venir s'y installer peut-être, puisque évidemment, on est dans le contexte terrible du nazisme et Kandinsky va chercher à fuir l'Allemagne et donc va s'installer, c'est peu connu, dans ces immeubles. Et donc, la petite histoire privée a rejoint la grande histoire du musée, puisque un jour, mon école a décidé de nous emmener voir une exposition, et c'était Kandinsky. Donc, j'avais un petit peu cherché qui était ce peintre, mais est apparu devant moi ce génie. Un génie, au fond, qui reste, je crois, encore aujourd'hui, un peintre qui parle à tous et à toutes. Ça a été un des plus grands succès du Centre Pompidou, puisqu'il a été montré à plusieurs fois. Tout simplement parce que je pense que c'est une peinture un peu universelle. C'est un adjectif à manier avec précaution, mais ce sens de la couleur, du mouvement, voilà. Donc bref, j'ai là peut-être un petit clin d'œil avec un tableau plus particulier qui s'appelle Bleu de ciel, qui date justement de l'année 1940 de mémoire et qui m'avait toujours frappé puisque au pire moment de notre histoire, Kandinsky avait répondu comme ça avec cette petite touche d'humanité, nous laissant peut-être entrevoir que parfois, même dans les pires moments de notre histoire, il y a encore un peu d'espoir. Alors avant de revenir ici, j'imagine que vous étiez à mille lieues de penser que vous alliez présider le Centre Pompidou quelques décennies plus tard. Je ne pensais même pas avoir la chance un jour de suivre des cours d'histoire de l'art. Oui. Alors, avant vos cours d'histoire de l'art, ou même si vous étiez déjà certainement sensibilisé à l'histoire de l'art, vous êtes passé par Sciences Po. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que je me rends compte au fil de mes discussions avec mon entourage dans le monde de l'art et de la culture, finalement, il y a beaucoup de gens qui sont passés par Sciences Po et qui évoluent dans le monde de l'art et de la culture. Finalement, c'est une formation qui paraît assez adaptée à des responsabilités dans cette sphère-là, non? Écoutez, je crois que si nous entendent, les responsables de Sciences Po seront enchantés. Écoutez, je vois à travers votre remarque, parce que j'ai la chance d'y enseigner maintenant depuis 30 ans, un petit clin d'œil, un hommage à cette institution qui est beaucoup décriée, ou qui l'a été, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais je crois qu'au fond, ce que vous avez repéré à travers le monde de l'art, c'est aussi ce qui fait la force de Sciences Po, c'est son côté généraliste. C'est son côté un peu touche-à-tout, que parfois on a tendance à brocarder superficiel, mais je crois que c'est une école qui, quand on peut suivre un chemin un petit peu original, permet d'ouvrir. Alors, le moment où je l'ai connu, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 30 ans, a beaucoup changé. C'était un moment où on pouvait encore aller butiner, peut-être plus facilement qu'aujourd'hui, où les emplois du temps sont plus serrés. Et évidemment, quand on est un peu comme ça laissé libre, on se promène, on divague dans la capitale. Et puis très vite, moi, je me suis dit, tiens, que faire? Et j'ai traversé la Seine et je suis tombé sur le musée du Louvre. Et
ce moment un peu extraordinaire d'une école qui est logée dans un musée. Donc en fait, pour reprendre votre question, j'ai eu la chance de pouvoir mener les deux de parallèle, de front. Et ça va être le point de départ du hasard où quelques années plus tard, alors que peut-être j'aurais pu passer des concours administratifs, je ne sais pas, où on m'aurait emmené les résultats positifs ou négatifs, en fait, est apparu sur le marché de l'éducation, si je peux me permettre cette expression, une nouvelle école qui formait justement au métier de la conservation du patrimoine, où je pouvais associer les deux formations. Et je note que vous étiez en section service public, je crois. Oui. J'imagine pour vous. Oui, alors là aussi, ça a disparu comme intitulé. Aujourd'hui, on parle d'école d'affaires publiques, un peu plus à la mode anglo-saxonne. Mais j'avoue que je garde une petite nostalgie, quoi. Service public, bon, c'est peut-être un terme un petit peu galvaudé, même si on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais au fond, c'est ce que j'ai choisi aussi pour, à travers maintenant 30 ans de service. On dit toujours qu'on est un petit peu des artistes frustrés. Au moins, voilà la manière d'être au service de l'art et des artistes. Et vous évoquiez l'école du Louvre, donc, où vous êtes passé. C'est, j'imagine, une relative singularité française, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de grands musées comme ça. Il n'y a pas beaucoup de musées, à ma connaissance, qui ont une école. L'exemple qui me vient à l'esprit, qui est assez connu, c'est l'école de Chicago, qui est logée dans l'Art Institute de Chicago, mais c'est plus une école des beaux-arts. Là, c'est vraiment une école d'histoire de l'art, et qui même vraiment, basiquement, histoire de l'art, puisque une des grandes caractéristiques de cette école, c'est qu'on est au cœur du musée et que donc l'enseignement porte sur l'œuvre, l'objet. D'ailleurs, je pense que c'est une de ses qualités majeures, c'est aussi une des grandes critiques qu'on lui porte. Pour le dire vite, dans une opposition un peu rapide entre le monde universitaire et le monde de l'école du Louvre, même si aujourd'hui les deux institutions se sont beaucoup rapprochées. Mais au fond, moi c'est ça qui m'amusait, c'est-à-dire chaque semaine, on appelait ça les travaux dirigés devant les œuvres. Au fond, visiter le musée, quoi. Et en effet, la différence avec l'Art Institute, que je connais bien, l'école, et ça ici, c'est qu'elle est de l'autre côté de la rue, pas si éloignée, et qu'en effet, on est dans le Louvre quand on va à l'école du Louvre, ce qui fait quand même relativement fantasmer. Et puis, vous êtes reçu au conservateur du patrimoine, même si on peut considérer, quand on connaît un petit peu votre travail, que vous n'êtes pas si conservateur que ça, mais c'est le titre. Ça, c'est la fonction publique qui veut ça. Il y a des métiers avec des titres un peu étranges. Conservateur, inspecteur. Et puis dans notre métier, là, ça n'a rien à voir avec la fonction publique, commissaire. Enfin, c'est des termes un peu répressifs, un peu autoritaires. Voilà, je crois qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Dans le métier de conservateur, il y a quand même cette belle idée qu'on est censé, idéalement, protéger le patrimoine et le transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Voilà, c'est pas si mal finalement d'être parfois un peu conservateur. Mais c'est vrai que pris au pied de la lettre, il faut toujours un peu expliciter parce que les gens se disent « Ah bon, vous êtes conservateur ». Voilà, on peut avoir tendance à aller un peu vite, réactionnaire ou autre. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, comme dans la vie, il y a autant de types de conservateurs et de conservatrices que de caractères d'être humain. Alors vous êtes arrivé, je crois que c'est en 2000, justement conservateur au Centre Pompidou, et me semble-t-il en 2010 au Pompidou-Metz. Alors une grosse différence, même si c'est la même maison, c'est qu'ici vous êtes arrivé, il y a déjà une histoire, alors que le Pompidou-Metz, il y avait une histoire à construire, quoi. Alors oui, c'est pas exactement la même maison. Ici, on est dans le Centre Pompidou, donc j'ai eu la chance effectivement de rejoindre les équipes du musée en 2000. Et très rapidement, le président de l'époque, Jean-Jacques Aillagon, a lancé un projet de diffusion des collections en région. Et donc, il a fait une sorte d'appel d'offres. Et c'est la ville de Metz qui a répondu le plus favorablement. Qu'est-ce qu'on entend par favorablement? C'est qu'en fait, c'est un investissement important. Et surtout, une fois l'investissement fait, il fallait faire fonctionner la maison. Donc, c'était vraiment 2 lignes de crédit. Et ce n'était pas facile à mettre en œuvre, même si la réalité budgétaire était un peu plus favorable il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et au sein de cette maison, on a demandé si quelqu'un était intéressé à suivre plus spécifiquement le projet. Et j'ai levé la main. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis passé de Paris à la Lorraine. Mais au final, le Centre Pompidou-Metz est autonome. Okay. C'est-à-dire qu'il porte une forme juridique un peu jargonnante. On appelle ça un établissement public de coopération culturelle. Mais au fond, le mot de coopération culturelle dit bien ce que la réalité de l'institution recouvre,
c'est que plusieurs acteurs se sont mis ensemble pour défendre l'art moderne et contemporain. En l'occurrence, les collectivités territoriales, l'État et le Centre Pompidou. Et j'ai eu la chance de pouvoir vivre, comme vous l'avez rappelé, un moment assez fascinant dans une ville. C'est-à-dire que vous arrivez, en fait, il n'y a rien, de la boue, un terrain vierge, et on doit lancer une aventure pour essayer qu'elle prenne jour. Et au fond, finalement, c'était maintenant il y a presque 30 ans, ça m'a un peu collé à la peau puisque je me retrouve avec des bottes de chantier depuis 25 ou 30 ans. Alors, j'y connais toujours rien, hein. J'apprends tous les jours, mais entre le Centre Pompidou-Metz, le musée Picasso et aujourd'hui le Centre Pompidou, je me suis un peu spécialisé dans les fermetures, ouvertures, chantiers. Voilà. Et vous allez, on en reparlera tout à l'heure, remettre les bottes de chantier pour Amassi.